Olivier, donc aujourd'hui, on va aborder le thème de apprendre à apprendre. Oui. Donc, ce serait intéressant que tu commences par nous dire pourquoi aujourd'hui apprendre à apprendre est un véritable enjeu dans nos sociétés, une ambition collective et sans doute une nécessité pour affronter positivement les défis que notre environnement nous lance. OK. Ben, bonjour à chacune et chacun. Comme l'a dit un petit peu tout à l'heure Sarah et puis Raymond donc, vient de rebondir donc là-dessus, nous allons essayer d'animer donc aujourd'hui un webinaire sur apprendre à apprendre. Dans l'état actuel de nos connaissances, qu'on soit bien clair là-dessus, nous allons essayer de vous faire un certain nombre de propositions en termes donc, de méthodos, en termes de définition, d'outils aussi sur apprendre à apprendre. Et je vous le verrai à la fin, un certain nombre aussi de questionnements, parce que je pense qu'il n'y a pas de science préfinie, prédéterminée, établie une mode pour toutes sur le thème d'apprendre à apprendre. Alors, pour animer ce webinaire, je vous propose donc de nous servir d'un PowerPoint, donc un webinaire avec un petit clin d'œil sur un arbre qui va nous accompagner pendant tout le webinaire en essayant donc de suivre cette plante par rapport à ce qu'elle est et voir un petit peu les corrélations que l'on peut faire dans le cadre de cette métaphore sur les apprenants et l'ensemble donc des personnes qui sont dans cette problématique qu'il faut que nous accompagnions sur apprendre à apprendre. Alors là, on va essayer de suivre donc de la graine jusqu'à l'adulte et on verra pourquoi, je veux dire, ça pousse, ça pousse pas. Pourquoi, je veux dire, il faut arriver à le tutorer, l'éclairer. Enfin, on verra un petit peu l'ensemble donc des gestes que font ou que fait, je veux dire, un arboriculteur, un forestier ou un jardinier. D'accord? Sachant que si l'image vous parlez, c'est pas en tirant sur les branches que ça va pousser plus vite. Voilà. C'est pas, je veux dire, en poussant, je veux dire, que les fleurs seront plus nombreuses et qu'il y a donc davantage de fruits. Par contre, ce que l'on constate, c'est que les arbres, je veux dire, il y en a des tas d'essences différentes, des tas d'espèces, je veux dire, différentes, et que si on regarde donc une forêt, la richesse de cette forêt, elle est liée à la diversité que l'on trouve en termes d'essences, qui sont complémentaires, en compétition aussi dans certains cas, mais c'est intéressant de voir cette richesse que l'on va retrouver donc dans une forêt. Et normalement, chacun devrait y trouver sa place. Alors, si on en revient donc aux humains, le monde dans lequel on est dans une spirale dynamique et imprévisible. Nous n'avons qu'un seul mot en tête les uns les autres, c'est le changement. On est passé d'une économie de production à une économie de marché, nous rentrons dans une économie donc de la connaissance. Tout ça s'accélère avec des contextes nouveaux, des paradigmes, je veux dire, nouveaux, des informations de plus en plus nombreuses. Je ne parle pas du numérique, du digital et autres problématiques que nous rencontrons. Nous avons ensuite, et en plus, je veux dire, à traiter des problématiques environnementales, mais c'est lié un petit peu aussi au webinaire autour du programme que vous avez donc avec les Italiens sur le verdissement de l'ensemble donc des formations. En tout cas, il y a un certain nombre donc de questions que l'on se pose liées à cet environnement qui ne fait que s'accélérer. On a aujourd'hui, et c'est, on va dire, j'enfonce une porte ouverte, affaire à un village connecté où l'information est partout. Et la question que l'on se pose, c'est finalement ce citoyen du 21e siècle, quel est son profil, quelles sont les compétences que doit-il maîtriser pour être capable de dire de naviguer, d'avancer dans cet écosystème. Donc, par ricochet de ce questionnement, nous nous posons la question de quid un petit peu de l'enseignement finalement, quid donc des formations, quid de l'apprentissage et quid du terme aujourd'hui que l'on entend donc de plus en plus, vraiment c'est l'apprenance. En tout cas, le constat que l'on fait, c'est que l'on passe donc de plus en plus, en tout cas, c'est pas nouveau, mais en tout cas, il y a un phénomène d'accélération sur ce phénomène donc de statique que l'on pouvait être éventuellement, je veux dire, par le passé, sur un élément, je veux dire, en mouvement et qui pousse donc tout un chacun à apprendre tout au long donc de la vie. On est poussé aussi, et ça nous concerne quand on agit dans un domaine lié à la formation, à la qualification donc, des personnes, sur être capable de permettre à la personne de trouver sa place dans une entreprise. Par rapport à l'emploi aujourd'hui, l'ensemble des entreprises sont de plus en plus exigeantes, je veux dire, par rapport à leurs collaborateurs. Et on a donc le constat, je veux dire, facile, entre guillemets, en ce moment, de regarder des entreprises qui constatent que les savoirs hard, les soft, enfin, je pas,
le dur, hein, finalement, les hard skills, hein, je veux dire, si on peut le dire comme ça, sont de plus en plus périssables et donc une durée de vie de plus en plus courte, au profit, hein, c'est une tendance donc actuelle, de ce que l'on appelle donc des soft skills, les savoir-être, les savoir-faire, le comportemental en tant que tel. D'autant plus que l'ensemble, je veux dire, des personnes regardant un peu sur l'avenir nous disent que finalement les jeunes d'aujourd'hui, hein, nos enfants, nos petits-enfants, je veux dire, auront 13 ou 15 employeurs différents, vont changer de boulot, je veux dire, beaucoup de fois. Donc, la question que l'on se pose, c'est cet écosystème dans lequel nous sommes, pour réussir finalement à y vivre correctement, qu'est-ce que nous devons maîtriser? Et si on regarde, par exemple, ce que nous dit un futurologue américain, finalement, les illettrés du XXIe siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas lire et écrire, mais ceux qui ne savent pas apprendre, désapprendre et réapprendre. Je pense qu'on est complètement au cœur du sujet par rapport à notre problématique d'aujourd'hui, d'où l'importance et l'obligation d'apprendre à apprendre. Donc là, c'était une introduction, tu nous as planté le décor. Là, je pense maintenant que tu vas aborder tout ce qui concerne cette compétence clé, apprendre à apprendre, toute la problématique de la métacognition, si on peut dire, et tu l'expliqueras, je pense. Et qu'est-ce que ça veut dire au fait et au fond, compétence clé, métacognition par rapport à l'apprentissage? Alors, je vais essayer de vous éclairer, je veux dire, donc là-dessus. Effectivement, la notion d'apprendre à apprendre, pour moi, est une équation. C'est une équation à plusieurs inconnus, hein, c'est-à-dire, on va voir un petit peu ce que l'on peut débrouiller d'ici la fin de notre intervention. Mais équation à plusieurs inconnus, avec plusieurs constantes, dont une constante, et on en a parlé donc tout à l'heure, et que c'est quand même le paradoxe pour une constante, c'est le changement. Par définition, une constante, elle ne bouge pas, tandis que celle-là, elle ne fait que bouger. Donc, on est dans une équation à plusieurs inconnus et avec des constantes, dont une, je veux dire, qui s'appelle le changement, qui ne sont pas aidantes pour arriver à trouver donc trouver le résultat, je veux dire, et arriver à solutionner dans cette équation. La métacondition, c'est au-dessus des éléments, je veux dire, donc de fond, et ça demande et ça nécessite un élément donc de travail sur soi-même, et on se rend compte par rapport à ça, et on va le voir tout au long de cette intervention, que l'apprendre à apprendre, effectivement, est une métacondition, ça veut dire un travail sur soi et une problématique, je veux dire, qu'il convient d'intérioriser. On en reparlera donc tout à l'heure. Alors, effectivement, nous allons aborder pourquoi nous apprenons. On la peine de dire, de planter un petit peu le décor donc là-dessus. Ensuite, comment nous apprenons. Après, on verra un petit peu les conditions de réussite de cette apprenance, hein, si on arrive un petit peu à éclaircir tout ça. Quatrième et dernier point de notre intervention, c'est le rôle, la place, la mission de l'équipe d'encadrants, d'adultes, d'enseignants, de formateurs, dans le cadre d'apprendre à apprendre. En plus, ce sera l'occasion d'avancer ensemble, je veux dire, sur le fait que le travail des connaissances actuelles, je pense aux neurosciences particulièrement, permettent donc d'éclairer un certain nombre donc de savoirs, alors que les anciens, je pense aux Grecs en particulier, je veux dire là-dessus, avaient de façon intuitive, on peut dire comme ça, mis en œuvre dans le cadre de la formation, tout ce qui est autour effectivement de la pédagogie. Je pense qu'on n'a pas inventé grand-chose de mieux, je veux dire, donc là-dessus, quelques outils de plus sûrement, mais en tout cas, ce que les Grecs, je veux dire, ou les Latins, je veux dire, avaient mis en avant, l'ensemble des neurosciences aujourd'hui confirme un certain nombre d'éléments, voire, dans certains cas, les infirme. Et approfondissent certaines autres. Complètement. Et on verra aussi les fausses croyances qui sont liées à ça. Tout à fait. Donc, en fait, vous avez dit qu'apprendre à apprendre est une super compétence au-dessus des autres. Tout à fait. Qui facilitait, je dirais, l'accès aux autres compétences. Clé de voûte. Une clé de voûte. Et donc là, tu vas nous introduire dans tout ce qui concerne les moteurs de l'apprentissage, les raisons pourquoi on apprend et, au fond, comment on apprend. Voilà. Alors, pourquoi on apprend? D'abord, dans un premier temps, Raymond, pourquoi on apprend? Alors, il y a un élément, si je fais toujours un petit clin d'œil à ma plantule, parce que finalement, on a semé notre graine, tout à fait. On a donc semé notre plantule. Cette plantule, elle est en train de germer. Et la première question que je me pose, c'est mais pourquoi germe-t-elle? Pourquoi une graine, finalement, mais ça germe, pourquoi il y a une plante qui sort de terre? Il y a un élément qui me semble fondamental, au-delà et en dehors
de toute la problématique, il y a un premier élément sur lequel il faut être conscient, et moi j'aime bien dire ce parallèle par rapport aux enfants ou autres, c'est une graine, elle ne germe que lorsque c'est le moment, quand c'est l'heure. Complètement. Mais non, donc intérieur, vraiment. Il y a un élément, voilà, complètement. C'est l'heure. Autrement dit, elle est mûre, elle est mature pour germer. Après, il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait de l'éclairage, il faut qu'il y ait la température. OK, l'environnement, et on en reparlera tout à l'heure. Mais il y a quand même un élément de responsabilité, je veux dire, donc de la graine. Elle est mûre ou elle n'est pas mûre. On a beau s'échiner, si elle n'est pas mûre, elle ne poussera jamais. Même s'il y a de l'eau, même s'il y a la température, même s'il y a du soleil, même si. Non, d'accord? Petite comparaison, petite analogie peut-être, je veux dire, avec les humains par rapport aux problématiques d'apprentissage. Donc, la personne humaine, l'homme est un animal grégaire. Et on va le voir, je veux dire, sur la notion d'apprendre, tout un élément donc, de cette capacité cognitive qu'il a toujours eue, hein, une capacité de coopération entre les différents membres, hein, je veux dire, de sa communauté, qui ont permis depuis 300 000 ans, je veux dire, de gagner tous les enjeux, d'occuper l'ensemble du globe. Ce qui est important à constater, c'est que tout ça est lié à une problématique d'apprentissage. Parce que finalement, il faut que les hommes soient capables de communiquer les uns par rapport aux autres. Il faut qu'ils soient capables d'échanger. Et on va se rendre compte que le pourquoi apprenons-nous est lié, premier élément, à une capacité, alors pas une capacité, pardon, à une obligation pour vivre. Hein? Il est important, je veux dire, on apprend parce qu'on a besoin donc de vivre en communauté. Je dis tout à l'heure, c'est un animal grégaire. On a besoin, je veux dire, donc d'exister par rapport aux autres et d'être capable d'échanger. Si on n'a pas appris à parler, si on n'a pas appris à communiquer et autres, on n'existe pas dans la société humaine. Le langage est là pour nous aider. Complètement, c'est la base de tout, je veux dire, en tant que tel. Pour se construire et s'épanouir, arriver donc à avancer et à progresser, je veux dire, à l'intérieur donc de la communauté. On apprend pour répondre aux besoins, à un besoin, à résoudre un problème. Hein, pour avancer, je veux dire, dans le cas d'une situation, à rencontrer une difficulté pour passer au-delà de cette difficulté. On a aussi besoin d'apprendre, on apprend, je veux dire, pour s'élever par rapport, alors il y a effectivement toutes les problématiques liées à la curiosité, l'envie d'améliorer, je veux dire, sa situation par rapport à ce que l'on vit à l'instant T, au jour le jour. Et puis, il y a un dernier point, moi, que je mets en avant, qui est le rétablissement d'un équilibre. L'humain est un être déséquilibré en permanence, qui n'a de cesse que d'essayer de faire en sorte de rééquilibrer. On sait que c'est un peu ce phénomène de marché, hein, je veux dire, en tant que tel. Okay, donc, voilà les raisons, je veux dire, qui font l'apprentissage. Et maintenant, on se rend compte que le côté de cette raison d'apprendre est lié à trois composantes que l'on trouve au travers, je veux dire, donc d'un triangle. Hein, je veux dire, c'est au milieu de ce triangle-là, avec l'apprentissage et le côté cognitif donc des choses. Hein. Il y a la motivation et les besoins qui rentrent en ligne de compte, et les émotions et le désir. La notion, donc, pas la notion, la manière et l'élément faisant, je veux dire, que l'on apprend ou que l'on n'apprend pas, parce que c'est aussi en contrepoint que les choses se construisent, sont liés à la capacité d'apprentissage que nous avons tous les uns et les autres, et nous avons tous cette capacité cognitive, je veux dire, liée et attachée à qu'est-ce qui nous motive pour apprendre. D'accord. Hein, avec cette notion, je veux dire, un peu plus rationnelle par rapport aux besoins. Maslow, et on le voit dans le PowerPoint, je veux dire, elle avait bien défini avec des problématiques de besoins de base, et au fur et à mesure que l'on monte dans la pyramide, pour avancer, je veux dire, sur la satisfaction de besoins d'accomplissement personnel. Mais on est sur des besoins. D'accord. OK. Donc, c'est une combinatoire, oui, d'une dimension cognitive, oui, d'une dimension motivationnelle, on va dire, oui, et d'une dimension émotionnelle. Très, très importante. Aujourd'hui, je veux dire, l'émotion, je veux dire, on parle d'intelligence. On avance sur un certain nombre d'éléments, sur le côté donc émotionnel, le désir, qui sont donc un moteur très important dans la manière dont nous apprenons et qui nous pousse, hein, je veux dire, donc par rapport à ça. Le côté donc motivation, émotion, cognition, c'est vraiment, je veux dire, ce triangle qui va faire, je veux dire, que les choses, je veux dire, prennent corps, mais élément important, et la personne est au cœur de ce triangle-là, on est dans une interaction entre les uns et les autres. On est dans quelque chose, je vais dire, de vivant, on est dans quelque chose, je vais dire, d'actif, hein, et puis il va y avoir un petit clin d'œil par rapport à ça, c'est dans tout ça, chacun doit faire sa part, quoi. Je veux dire, on se rend compte qu'on est dans un élément d'interaction les uns par rapport aux autres, en mouvement. D'accord. C'est-à-dire que l'apprentissage a une dimension
social. Absolument. Et on le verra, je vais dire tout à l'heure, par rapport au fonctionnement. Voilà un petit peu donc là-dessus, sur cette pourquoi apprenons-nous. Tu nous as déroulé les raisons qui font qu'une personne apprend. Cette combinatoire entre le cognitif, les motivations, les émotions. Et donc, on apprend en mobilisant ces trois registres-là, ces trois dimensions de lui-même pour arriver à un résultat qu'on escompte toujours avec plaisir et avec bénéfice. Oui. Mais il faut que tu ailles un peu plus loin. Là, tu nous as ouvert un peu des domaines. Maintenant, est-ce qu'il faut autre chose? Est-ce qu'on va plus loin que ces trois dimensions? Et comment on apprend? Voilà. Et bien donc, le pourquoi, maintenant, c'est le comment. Alors, le constat que l'on fait, c'est que plus on avance, c'est moins on a de certitude. Donc, c'est pas très encourageant. Néanmoins, on est effectivement. C'est comme ça qu'on avance aussi. Oui, complètement. Et par contre, si on a peu de certitude sur la manière dont nous apprenons, on a quand même un certain nombre d'affirmations que l'on pourra donc avancer sur le fait que comment ne pas apprendre, en tout cas. Si on ne sait pas comment apprendre, en tout cas, attention, si on veut désapprendre, il n'y a pas de doute, on a certaines recettes, c'est pas très compliqué. D'accord? Alors, si je regarde un petit peu ma plantule qui est sortie de terre donc, tout à l'heure, ben, elle commence un peu donc à pousser. Il va falloir qu'elle se fasse un peu une place au soleil et elle va devoir s'ouvrir, elle va devoir se nourrir, elle va devoir se protéger, elle va devoir entrer en compétition avec les autres essences. Et c'est ça, je veux dire, qui va faire toute la richesse, je veux dire, de sa construction. Donc, si je reviens un petit peu donc à l'humain, en termes donc de définition par rapport au mot apprendre, je crois que ça vaut la peine de s'arrêter 30 secondes là-dessus. La notion donc d'apprendre, si on se met d'accord sur cette définition, c'est être capable d'intérioriser quelque chose qui est à l'extérieur au départ. Il y a un phénomène donc dynamique, c'est apprendre. Autrement dit, le jeune, l'adulte, l'enfant, quel qu'il soit donc là-dessus, sa notion donc d'apprendre, c'est prendre quelque chose et l'intérioriser. Il va y avoir, et c'est un petit peu l'élément important de la métacondition, un phénomène donc de dialogue intérieur qui fait qu'il y a un phénomène donc d'appropriation. Quelque chose qui était extérieur à moi, grâce à apprendre, je vais intérioriser donc ce savoir, il va être ma propriété à un moment donné. Et c'est une démarche complètement personnelle. Complètement. Donc, verbe d'action et mouvement, de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, comment apprenons-nous? Si on regarde un petit peu il y a quelques années, il y a 20 000 ans, on était dans une tradition, allez, on va dire complètement orale, et il y avait un élément de transmission. Et l'oralité, je veux dire, était quelque chose d'important par rapport à la transmission du savoir et des connaissances de l'époque. Il y a 6 000 ans, il y a eu l'apparition de l'écriture. Les éléments d'apprentissage, je veux dire, se sont sûrement modifiés par rapport à ça. En 1450 de notre ère, l'imprimerie, ça a encore révolutionné, ça a modifié nos comportements d'apprentissage en tant que tel. Depuis 30 ans, l'arrivée donc du numérique dans nos vies, le digital, le web 1.0 et tout ça, nous ont modifié l'écosystème dans lequel nous avançons. Nous devons apprendre maintenant différemment avec toujours le même cerveau. Et c'est ça aussi, je veux dire, qui est le paradoxe, qui est l'ensemble de dire donc de notre travail à tous. Donc, l'environnement a changé. Nous apprenons tous de façon très différente, avec sa propre démarche, son propre langage pour apprendre. Et ça, c'est aussi un élément donc important. Je veux dire, c'est vraiment, enfin, j'insiste lourdement sur ce phénomène donc, du dialogue intérieur. D'accord? Donc, le pourquoi apprendre, par rapport à un comment en tant que tel, si on veut apprendre, il faut accepter déjà de ne pas savoir. Ça paraît comme évident, je veux dire, en tant que tel. Néanmoins, premier élément, si on veut apprendre, il faut accepter de ne pas savoir. Quelqu'un qui sait n'apprend pas, n'a pas besoin d'apprendre ce qu'il sait, par définition. Ensuite, c'est activer ce que l'on sait et ce que l'on a appris grâce aux erreurs et être capable de recombiner donc les choses. C'est ça aussi l'élément, je veux dire, donc, qui pousse au savoir, apprendre. Il faut avoir confiance en soi, une bonne estime de soi. Dire, si on a peur, je veux dire, par rapport à ça, de se tromper, machin, c'est tout, et on verra sur les conditions d'environnement nécessaires par rapport à ça. Il faut avoir confiance en soi, je veux dire, pour apprendre. Il faut être acteur de son propre apprentissage. Autrement dit, c'est quelque chose non pas de statique, mais c'est quelque chose, je veux dire, de dynamique et de vivant. Un élément donc important donc, par rapport à ça. Si je voudrais, vous le voyez sur le PowerPoint, de dire résumer un petit peu la chose, c'est que
L'acte d'apprendre, on apprend seul, mais jamais de façon solitaire. Donc, l'acte d'apprentissage est un acte partagé. Qui est dynamique et qui est la confrontation. C'est un acte seul, mais de façon non solitaire. On a besoin des autres pour apprendre. C'est tout à fait ce que tu viens de dire. Voilà, c'est vraiment ça l'important par rapport à ça. Ensuite, on apprend de façon involontaire et volontaire. L'acquisition de savoir de façon involontaire, l'acquisition liée à l'activité, c'est volontaire. On a effectivement en permanence, je veux dire, cette perméabilité de notre être sur l'ensemble de la capitalisation des informations, mais encore une fois, toujours avec un acte volontaire en tant que tel, mais des fois un peu inconscient. Alors on se retrouve avec de la matière qu'il va falloir quand même retravailler si on veut la transformer donc en savoir et en compétences. D'accord ? Ensuite, il faut quand même être conscient que toute personne est capable d'apprendre. Il y a une notion, je veux dire, de vouloir apprendre, ce qui motive les choses, je veux dire, là-dessus. Le savoir apprendre et le pouvoir apprendre. Donc, je veux dire, ça fait partie des éléments qui sont importants à intégrer là-dessus. Le vouloir apprendre, encore une fois, dynamique. Le savoir apprendre, il y a des techniques. Il y a des méthodes, complètement, il y a des techniques, il y a être capable de dire, donc, de maîtriser les outils qui existent en tant que tels. Et le pouvoir apprendre, c'est de se retrouver dans un environnement où il y a de la richesse, où il y a de la matière. On n'apprend pas dans le désert, de façon caricaturale. Enfin, pas dans le désert, mais dans un désert, je veux dire, en tant que tel. Donc, c'est important de le prendre en compte en tant que tel. Ensuite, toutes les problématiques d'apprentissage sont liées, effectivement, et on a essayé, les chercheurs, je veux dire, ont travaillé là-dessus, sur essayer de définir les lois de l'apprentissage. Alors, et vous le voyez donc à l'écran, on a les méthodes transmissives, réflexives. On était plutôt sur le fait de, allez, on transmet donc un savoir, on remplit un cerveau. Première méthode en tant que telle. Ensuite, il y a eu tout le courant comportementaliste, donc behavioriste, c'est-à-dire par rapport au fait, sur le fait qu'on considérait que toute problématique découpée en petits morceaux était ingérable par la personne, et une fois qu'elle aurait ingéré tous ces petits morceaux, elle aurait résolu le problème. Donc, des petits pas, des petits pas. Complètement, accompagné en tant que tel, et progressivement, donc grâce à ces petits pas, on devrait être capable de maîtriser tous les sujets. Dernier courant actuel, je veux dire, tout ce qui est lié à tout ce qui est socio-cognitif, je veux dire, en tant que tel, tout ce qui est connexionniste, je veux dire, sur le fait qu'on fait des réseaux et qu'à l'intérieur donc du cerveau, on est en capacité, effectivement, de créativité cognitive au travers d'électrochocs cognitifs. On crée donc de la rupture. Et lié à cette rupture, pour rétablir, je parlais tout à l'heure d'équilibre en tant que tel, pour rétablir le truc, on apprend et on capitalise en tant que tel. Bon. Peut-être qu'on verra plus loin, mais est-ce que ça veut dire aussi quelque part qu'aujourd'hui, on considère que le contexte a une valeur importante dans la qualité de ce qu'on apprend? Oui, on va le voir. On verra plus loin. Les méthodes d'apprentissage ne sont que des outils. Et que, pour moi, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. On parlera tout à l'heure dans le cadre du rôle et la place de l'adulte, qui accompagne l'apprentissage, pardon. C'est, pour moi, je veux dire, d'arriver à être capable d'adapter en fonction des moments, en fonction donc des personnes, en fonction, je veux dire, d'un contexte là-dessus, telle ou telle méthode, telle ou telle technique, je veux dire, en tant que tel. Ce sont des outils au service de l'apprentissage. D'accord ? Élément important aussi, c'est certains auteurs qui se sont mis d'accord, qui ont avancé donc là-dessus, sur le fait qu'effectivement, le côté, l'élève est devenu progressivement donc l'apprenant, et les Québécois même parlent aujourd'hui donc de s'éduquant. Je veux dire, donc on voit bien, je veux dire, le chemin, je veux dire, par rapport à ça. Mais ce que l'ensemble donc des auteurs disent par rapport à la problématique donc d'apprentissage tout au long de la vie, on est bien, je veux dire, sur cette composante-là, c'est la capacité à faire des liens et des ponts donc, dans tout ça. Donc, ce qui ressort, c'est qu'il faut être capable donc de déstructurer pour restructurer. L'élément important dans les éléments d'apprentissage. Il faut être capable d'agir. Quand on agit, je veux dire, on apprend, mais ce n'est pas uniquement en faisant, il faut aussi capitaliser. Il y a toujours cette problématique donc, du dialogue intérieur, important là-dessus. On apprend en résolvant des problèmes, en trouvant des solutions, je veux dire, aux problématiques que l'on rencontre. On apprend en échangeant. Important, je veux dire, donc là-dessus, on se coltine donc avec les autres et on apprend de nos pairs. En parlant, on évoquait donc tout à l'heure, le langage, dire que c'est un élément important donc là-dessus.
et parler en termes donc d'être capable d'animer un débat, d'animer un sujet en tant que tel. Il y a des pédagogies, par exemple, de classe renversée où il n'y a plus donc de prof, et c'est l'élève qui devient prof. On voit, je veux dire, qu'on peut aller très loin, je veux dire, donc là-dessus. On apprend en jouant. Ça, je veux dire, c'est un des constats que l'on a fait, je veux dire, à plusieurs reprises, c'est que cette posture, je veux dire, du jeu permet effectivement de désinhiber un certain nombre d'éléments et permettre, je veux dire, l'apprentissage. En maîtrisant des stratégies d'apprentissage. On n'y va pas la fleur au fusil, quoi. Il faut que l'on ait, je veux dire, une stratégie pour apprendre. Il faut avoir un objectif. Un ou des objectifs. Et c'est important. Il y a cet objectif. Complètement. Et lié à ça, je veux dire, ce sont des éléments, je veux dire, importants en tant que tels. Un élément qui me tient à cœur, c'est qu'on apprend corps et esprit, esprit et corps. Je veux dire, ça ne fait qu'un. On a eu par le passé tendance un peu à dissocier d'un côté, le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Mais là, non. Nous, on dit que le corps et l'esprit, je veux dire, ne font qu'un dans les éléments d'apprentissage. On peut apprendre, je veux dire, en regardant une vidéo, en écrivant, en prenant des notes, en observant les autres. C'est le jeu donc des fameuses, et qu'on découvre donc aujourd'hui, donc le rôle et la place donc des neurones miroirs, auxquels je crois beaucoup dans les éléments, je veux dire, d'apprentissage de mimétisme, et permettant donc un élément important dans les techniques d'apprentissage aujourd'hui. La question que l'on se pose, c'est le numérique. Donc tout ça, en termes d'outils, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Qu'est-ce que ça va permettre aussi? Élément important par rapport au numérique, c'est que ça permet donc de dissocier, de distancier les choses, de dissocier le temps, d'avancer, je veux dire, à son rythme. J'ai dit tout à l'heure que tout le monde n'avait pas un niveau d'apprentissage égal, je veux dire, si on peut avoir une norme donc là-dessus. En tout cas, ce qui est génial dans le numérique, c'est que ça permet, je veux dire, à la personne qui apprend d'aller à son rythme, à l'apprenant, je veux dire, d'avoir un outil à sa main, de venir, de revenir, de refaire l'exercice, sans jugement. Et ça, c'est important. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a vraiment pas de jugement, il n'y a pas d'élément de valeur négative, je veux dire, par rapport au phénomène de essai-erreur. En permanence, on fait et on refait donc là-dessus. Dernier point sur les évolutions un petit peu de tout ça, c'est que l'apprenant, et aujourd'hui l'ensemble donc des textes en vigueur, si je regarde la problématique donc, de la formation professionnelle, c'est qu'on a de plus en plus tendance à pousser la personne en tant qu'actrice de son apprentissage, mais on va plus loin, même maintenant, on parle d'auteur. La personne, elle est auteur de son apprentissage et actrice par la suite. On va loin dans tout ça. Hein. Quand on voit, je veux dire, la problématique aujourd'hui du CPF, du compte personnel donc de formation, on est bien là. Il faut être auteur et acteur de son action de formation. Voilà. Donc, si je comprends tout, et si j'essaie de résumer tout ce que tu viens de nous dire, c'est que l'individu apprend dans un contexte, il faut qu'il ait du sens, il faut qu'il ait envie de vouloir, qu'il apprend avec les autres, qu'il peut apprendre avec des méthodes multiples, il faut qu'il y ait de la richesse, des ressources, etc. Et est-ce que ça veut dire qu'il y a des styles d'apprentissage? C'est-à-dire, ben moi, j'apprends mieux parce que quand j'écoute, ou j'apprends mieux parce que je regarde un film, des photos, j'apprends mieux parce que je suis debout et en étant debout, j'apprends mieux, ou en marchant, etc. etc. Est-ce qu'il y a des styles d'apprentissage? Alors, ça a été un courant important, je veux dire, sur les styles d'apprentissage, effectivement visuel, auditif, kinesthétique, je veux dire, ou écrit, enfin, tout ça. Bon, et ça, vraiment désolé, c'est un mythe. C'est un neuromythe, parce qu'on s'est rendu compte qu'au niveau, je veux dire, scientifique, des études ont été faites, on est un petit peu tout ça. Et je crois que, je veux dire, si on veut remettre à plat un petit peu les choses, c'est qu'on apprend par tous les sens. Et il ne faut pas se priver, je veux dire, de mobiliser tous les sens, parce que suivant le moment, suivant le sujet, suivant l'intérêt et autres, on va mobiliser tel ou tel sens. Et de dire, je ne suis visuel que visuel, non, c'est pas vrai. J'ai une propension, effectivement, en fonction de ce que je suis à développer, mais je suis aussi auditif. Aussi, je suis kinesthétique, parce que ça me permet, comme disait là, en marchant et en regardant, mais ça me permet, effectivement, d'apprendre des choses. D'accord? Donc, non, c'est un neuromythe, on est tout ça à la fois. Ça veut dire que les pédagogues, les formateurs, les enseignants, les accompagnants, les guides, je veux dire, dans la pédagogie de l'apprentissage, doivent jouer de tous ces ressorts. Si les styles d'apprentissage, c'est un neuromythe, comme tu dis, ça veut dire malgré tout qu'il faut être très attentif à créer des environnements riches, multiples, avec des supports multiples qui permettent à l'individu, à l'apprenant, de pouvoir jouer sur des pédaliers, des leviers multiples pour optimiser son apprentissage. Complètement. Okay. Diversité et richesse, on gagnera toujours. D'accord. Okay. On passe
les conditions de réussite de l'apprenance? Alors, On essaie? c'est très important. Bien, alors, notre petit arbre, vous le voyez là-dessus, il est un peu, je ne vais pas dire qu'il est malmené, mais enfin, en tout cas, il est un peu encadré donc, par rapport à ça. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que par rapport aux arbres, et c'est une des tendances, c'est-à-dire que l'on voit dans les jardins anglais et autres, c'est agir sans être vu. Hein. Voilà. Et donc, laisser faire la plante, de dire progresser par rapport à son potentiel, et en ayant discrètement dans la poche un petit sécateur, un petit arrosoir, un petit dessus pour corriger le tir, mais sans être vu et sans que ça ait donné l'impression d'avoir fait quelque chose. Ce sont les jardins et les forêts les plus splendides là-dessus qui sont les plus travaillés dans l'ombre et discrètement. Alors donc, justement, par rapport au fait de base, il y a les conditions de réussite d'apprenance, c'est la personne qui apprend hein, et qui est au cœur du dispositif, donc là-dessus. On va faire en sorte qu'on va créer autour d'elle des conditions, on va le chatouiller quelque part, si je peux le dire comme ça, pour lui permettre effectivement d'avoir envie d'apprendre. Alors, juste 2 minutes, si tu le permets, c'est ce que les Québécois disent quand ils font une formation. Ils disent qu'une formation serait conçue par rapport au formé et non pas par rapport au formateur, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Un élément d'environnement positif. L'élément important, je veux dire, c'est quelque chose qui donne confiance. C'est un environnement bienveillant, qui valorise, qui stimule, qui sécurise. Je veux dire, qui permet. C'est pas un problème, tu peux faire des erreurs. Je suis là pour te récupérer. Il y a un filet de sécurité donc par rapport à ça. Environnement positif et bienveillant. Deuxième élément, un phénomène donc de transversalité par rapport aux apprentissages. On est trop encore aujourd'hui sur des problématiques en tuyau d'orgue. Si aujourd'hui on est sur des problématiques de verdissement dans des formations, ça doit transcender l'ensemble des formations et pas uniquement le fait des sciences naturelles. Et donc de l'ensemble des thématiques, des matières ou des domaines qu'on met en œuvre dans l'apprentissage. Absolument. D'accord. Il faut les relier les uns aux autres. Complètement. Et c'est ça qui est intéressant donc là-dessus. C'est un phénomène donc de transverse, de pont et de lien à créer entre différentes matières en termes d'apprentissage. Il faut que l'on ait une palette la plus diversifiée. Tu as évoqué donc tout à l'heure des styles d'apprentissage, mais c'est aussi un phénomène, encore une fois, en fonction de l'objectif, d'avoir une palette la plus riche possible pour pouvoir apprendre. Des pédagogies, en fonction donc de ça, élément donc important, c'est de permettre d'avoir à sa main des pédagogies adaptées et diversifiées en fonction des moments, en fonction des sujets, en fonction donc des apprenants. Élément permettant de gérer l'apprentissage, c'est les contenus. Élément important, encore une fois, c'est être capable de travailler avec le corps et l'esprit. Hein, j'insiste lourdement donc là-dessus. Je veux dire, on apprend avec, je veux dire, ces deux composantes-là. On apprend avec un phénomène aussi de guidance. Élément important, je veux dire, pour moi, et on le verra, je veux dire, tout à l'heure, sur le rôle et la place donc du guide dans les éléments d'apprenance. On va pas. Enfin, élément important, c'est de se doter des bons outils pour apprendre. Vraiment, si tu vas à la pêche, en gros, tu ne vas pas prendre la canne, je veux dire, que quand tu vas pêcher à la mouche. Ce n'est pas du tout le même équipement, ce n'est pas du tout le même, je veux dire, les mêmes outils que l'on va utiliser. Et ça, je veux dire, c'est important que l'on ait une garantie donc, de guidance donc, par rapport à ça, pour pouvoir utiliser les bons outils en fonction de l'objectif que l'on a en termes d'apprentissage. Un complément que les formateurs, enseignants, professeurs proposent des situations, des parcours d'apprentissage, il faut être très attentif à ne pas surévaluer la densité de cet apprentissage ou la complexité de cet apprentissage. Il faut toujours l'évaluer au juste niveau pour qu'il y ait concordance entre le possible de l'individu et le possible de l'apprentissage. Élément important donc là-dessus, si je prends tout à l'heure par rapport à la méthode sur laquelle on a parlé donc de petites marches, c'est de taille dessus, c'est effectivement d'être capable de mesurer la taille ingérable par la personne. Si je peux avoir cette image-là, je veux dire en tant que telle, et je rejoins complètement. Chacun a sa propre méthode, mais la personne l'adulte qui est en responsabilité l'accompagnement, de l'apprentissage, doit être vigilant sur effectivement le fait de maîtriser la taille de ce qui est ingérable. D'accord. Ok. Bien. Et quelques règles. Allez, on essaie. Bien, donc, des règles, allez, pour essayer donc d'apprendre, mieux apprendre en tout cas. Il y a un premier élément qui me semble important, c'est bien comprendre les consignes, bien comprendre, je dis où on va, bien comprendre l'objectif, bien comprendre ce qu'il y a à apprendre et pourquoi on y apprend. On apprend parce qu'on a compris le sens. Quand maintenant on sait pourquoi on apprend, il y a un élément important de. Je te rejoins parce que je trouve que
souvent, on n'insiste pas assez sur le sens. Complètement. Le deuxième élément, c'est d'y trouver sa place. Je veux dire, là-dessus, tout à l'heure, j'évoquais les éléments donc, de confiance et d'arriver à, effectivement, en tant qu'individu, comment moi je suis dans ce collectif par rapport à ça et quel est mon rôle et ma place là-dessus. Donc, je vais apprendre si je sais où je suis. D'accord, mais ça veut dire aussi que j'apprends parce que dans le groupe d'apprentissage où je me trouve, on me donne une place, on me fait une place. On me reconnaît. Et cette place-là, elle est comme celle des autres, même si j'ai plus ou moins de difficultés. Complètement. Et par rapport à ça, les choses vont changer en fonction du point de vue, en fonction du sujet abordé et tout ça. Troisième élément, c'est la croyance en ses capacités. Je disais donc tout à l'heure, c'est important. Il ne faut pas se sous-évaluer ou se surévaluer, mais il y a un minimum, je veux dire, il faut croire en soi. Je veux dire, il faut être capable, il faut jeter à l'eau. Je tiens par rapport à ça. Donc, il faut encourager, stimuler, complètement. Valoriser régulièrement l'apprenant. Complètement. Et puis, il faut utiliser les bons outils. Là, j'évoquais aussi par rapport à sa notion d'outil. Si vous êtes plus à l'aise dans les éléments, si vous êtes plus à l'aise, alors, par rapport à certaines personnes, je veux dire, utiliser des cartes de schéma mentaux, des cartes de mind mapping, schéma heuristique, c'est tout. Si c'est à l'aise, si vous êtes à l'aise par rapport à ça, je vais prendre des notes pour apprendre, allez-y. Si pour apprendre, vous avez besoin de réécrire les choses, chacun sa méthode, mais ayez vos méthodes par rapport à ça, parce que si on n'a pas de méthode, si on n'a pas d'outils, on n'apprendra pas. Ça veut dire qu'il faut favoriser, faciliter chez l'apprenant d'utiliser différentes méthodes d'approche. Voilà. Et c'est là le rôle, je veux dire, donc, de l'enseignant donc là-dessus, capable de proposer une palette la plus ouverte possible. Alors, il y a une personne moi, que j'apprécie, André Jordan, qui a fait cette petite synthèse à son niveau, qui a été prof donc, à l'école polytechnique donc, de Lausanne, et qui dit, voilà, j'apprends si j'ai confiance. Hein, on se retrouve un peu donc, par rapport à ça. Si je fais des liens, d'accord, ok. Si j'ancre les données, autrement dit, c'est quelque chose, faire n'est pas apprendre, mais donc c'est faire et arriver à s'approprier l'élément. Autrement dit, on est capable d'ancrer les choses complètement, tout à fait. Trouver des aides pour penser. Je n'apprends pas seul. Je prends conscience donc du savoir, autrement dit, la matière, elle est définie en tant que telle. Je suis capable de le mobiliser, donc de l'intérioriser par rapport à ce qu'on veut, de me coltiner, de me confronter aux autres par rapport à ça. De me lâcher. La créativité, Jordan, je veux dire, est un adepte, je veux dire, la créativité là-dessus. Il faut à un moment donné être capable de se lâcher, je veux dire, de se jeter à l'eau. Prendre appui sur mes conceptions, c'est important aussi. Et puis, il y a tout le fait d'être capable de se questionner sur je suis concerné, interpellé, ça m'incite à aller de l'avant, je veux dire, je suis en déséquilibre donc, par rapport à ça, j'avance et je construis. J'y trouve un plus. Il faut que l'état N+1 soit plus intéressant que N. Hein. Autrement, je veux dire, j'y vais rarement, tout en ayant donc confiance par rapport à ça. Je trouve que Jordan a une vision, encore une fois, c'est un élément qui vaut pour ce qu'il vaut, et qui peut être aidant et éclairant donc, par rapport à ça. Partie en tout cas. Voilà. La motivation, ça concerne le cognitif. Ça concerne cet élément que moi je trouve important par rapport à tout ce que tu viens de dire. C'est à la fois le rôle du groupe d'apprenants, parce que l'apprentissage, comme tu dis, a une dimension de partage, de collaboration, et que ça permet d'optimiser, d'ancrer encore plus fortement les apprentissages. Et ça, je crois que c'est très important. Le fait de proposer des multimodalités de travail aux apprenants et de leur donner un environnement riche. Ça veut dire connaître une bibliothèque, 18 ordinateurs, mais connaître un environnement qui permette cette multimodalité. L'écrit, l'image, le son, le corps. Voilà. Et ça peut se faire avec des bouts de ficelle parfois. Ça ne demande pas beaucoup d'investissement. Un peu d'imagination. Voilà. Mais si on dit tout ça, quand même, l'enseignant, le formateur, le professeur, ça implique un certain nombre de choses. Ça va jouer sur son rôle, sur ses missions, sur ses postures. Moi, je pense. Et donc, c'est effectivement donc, le quatrième point que l'on va voir avec vous, qui est effectivement le rôle, la place, les missions. Alors, on a laissé le terme d'enseignant. Après, je veux dire, chacun y mettra un petit peu son vocable. Alors, si je reste avec mes petits arbres, je veux dire, en tant que tel, que je continue à pousser au fil du temps, on considère, moi, je trouve, à chaque fois, quand on voit une forêt, quand on voit, je veux dire, un mouvement d'arbres dessus, derrière, il y a toujours une personne impliquée.
quelqu'un, je veux dire, qui a été capable effectivement de laisser faire, hein, je l'ai dit tout à l'heure, important là-dessus, d'être discret en tant que tel, mais énormément impliqué, attentif à ce qui se passe, je veux dire, en tant que tel, à l'écoute de sa forêt, je veux dire, par rapport à différentes choses, je veux dire, qui sont dessus. Et je crois que c'est un élément important. On ne peut pas faire, je veux dire, ce type de métier si on n'est pas impliqué, motivé, fortement, je veux dire, en attention par rapport à ce qui se passe. Il faut qu'il soit oui, complètement, tout à fait. Il doit être dans une capacité de suivi par rapport à ça. C'est pour ça que le terme d'enseignant, moi, je vous propose, c'est de passer d'enseignant à éveilleur donc de l'apprenance. Hein? On est sur de la maïeutique quelque part. On est quelque part aussi, je veux dire, sur ces problématiques qui font que la notion donc d'apprendre est bien quelque chose donc d'intérieur à l'apprenant, mais l'adulte a un rôle capital dans cette révélation, dans cet éveil, hein, je veux dire, donc par rapport à l'apprenance. Donc, si on regarde un petit peu ça, on se rend compte qu'effectivement, alors sous forme de boutade, on pourrait dire qu'il faut arrêter donc d'enseigner, il faut apprendre à ne plus enseigner. Tu ne peux pas mettre au chômage les professeurs d'enseignants, il faut soit assez clair. Non, mais oui, c'est une image. Regarde ce que Hoth dit là-dessus, John Hoth dit dessus, un vrai professeur doit toujours être en train de travailler à sa mise au chômage. Donc, on est avec un phénomène lié à l'autonomie, quoi. Je veux dire, c'est aussi ça. Ça veut dire, c'est que des grandes missions de l'enseignant, du formateur ou du professeur, c'est de rendre sa apprenant tout à fait autonome et responsable. Absolument. C'est bien ça, je veux dire, l'élément important, je veux dire, de ce petit clin d'œil, je veux dire, en tant que tel, c'est effectivement cet éveilleur hein, d'apprenance, il doit effectivement faire en sorte, ce que disaient les Grecs, hein, je veux dire, il faut que l'élève dépasse le maître. Hein, à un moment donné, je veux dire, il faut avoir cette conscience-là dessus et comment on s'y prend, je veux dire, en tant que tel. Donc, il faut être conscient que l'éveilleur, l'adulte, hein, le guide, l'accompagnateur, je veux dire, par rapport à ça, il n'est pas neutre dans les éléments. On se souvient tous, dire, de notre parcours scolaire, et on se souvient tous d'un professeur qui nous a marqué. On ne se souvient pas, j'ai demandé, mais en tout cas, il y a un phénomène, je veux dire, d'image qui remonte à la surface et qui nous a marqué et qui nous a fait aimer ou désaimer telle ou telle matière. On a tous ce type d'exemple. Hein, donc, ce qui ressort un petit peu de ça, c'est, je pense que l'enseignant, personne qui a chevillé au corps cette conviction, cette envie, hein, cette implication forte que l'on a évoquée donc, à l'instant, il faut qu'il parte de son style à lui. Il faut qu'on soit à l'aise dans ce que l'on fait. La composition, c'est un jeu d'acteur. Ça peut être effectivement un jeu d'acteur par rapport à ça, mais ça demande un travail, je veux dire, plus important sur soi. Donc, on part de son propre style d'enseignement par rapport à ce que l'on est, de façon à être cohérent par rapport à ce que l'on fait. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement toute la problématique autour de ce rôle donc, de facilitateur d'apprenance sur lequel on s'efface, hein, je veux dire, au profit donc, de l'apprenant. C'est-à-dire, on pense bien qu'un formateur, qu'un enseignant sait, hein, je veux dire, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui va rester de l'autre côté, ce qui va être approprié, ce qui va être intégré, je veux dire, par la personne. Son rôle aussi, donc cette vigilance par rapport à ça. Hein. Notre troisième rôle donc là-dessus, c'est d'être capable de garder la cohésion du groupe et le collectif en tant que tel. Ça fait partie, pour moi, j'ai des éléments importants, de façon à ce que l'enseignant, ils sont en capacité, effectivement, d'être le garant de quoi et pourquoi apprendre. Hein, c'est-à-dire, c'est pas le comment. Sur le comment, on l'a vu tout à l'heure, il faut qu'il mette une palette la plus ouverte possible pour permettre donc à l'apprenant de choisir. Mais en tout cas, c'est lui qui est le garant de quoi apprendre et pourquoi apprendre. C'est une sacrée responsabilité. Hein. Donc, ensuite, on va se retrouver effectivement avec une caisse à outils. L'apprenant, il doit avoir une caisse à outils à sa disposition pour être capable d'avancer dessus. On en a parlé tout à l'heure, être capable de définir un objectif, de sélectionner les supports et de les mettre à disposition, je veux dire, donc, du collectif, de choisir les techniques à utiliser, pour apprendre, déterminer les conditions de réalisation de tel apprentissage, encore une fois, de mettre en place des exercices dessus et d'évaluer donc les résultats, de vérifier que ça a été approprié. Élément important. Et ça, je veux dire, c'est pas quelqu'un d'autre qui le fera. Je veux dire, c'est bien l'adulte qui a en responsabilité l'accompagnement donc du collectif. L'adulte, il a aussi un élément d'aller chatouiller l'apprenant dans sa zone de confort pour essayer d'en faire sortir. Hein, on a évoqué tout à l'heure les styles d'apprentissage, ça n'existe pas.
Néanmoins, il y en a qui ont tendance à rester. Moi, je suis visuel, je ne veux que du visuel, je me bouche les oreilles quand on me parle, des trucs comme ça. Non, c'est faux. Mais il y a aussi le fait, la manière d'apprendre, je veux dire, on en a tous un certain nombre, donc, je veux dire, de ficelles, on a un petit peu notre caisse à outils. Ben, le rôle de l'éveilleur, c'est effectivement de rajouter quelques outils dans la caisse à outils. Hein, de sortir de ce monde, parce que demain, on ne sait pas ce que la personne, on a évoqué tout à l'heure le fait que les jeunes vont changer 13 à 15 fois de métier dans leur vie. C'est important de les armer donc là-dessus, de leur filer quelques outils dont ils ne voient pas la finalité donc immédiatement, mais qui vont peut-être demain leur permettre, je veux dire, de rebondir et d'avancer. Il faut aussi qu'ils soient vigilants sur l'aptitude. Élément important, c'est de faire en sorte que l'aptitude que le jeune, que l'apprenant a entre ses mains devienne une réalité au niveau des capacités. Autrement dit, hein, c'est le côté un peu maïeutique et révélateur, éveilleur donc par rapport à ça. C'est ce que j'appelle moi la notion donc de gène révélé, quoi. Je veux dire, un talent, je veux dire que la personne à l'intérieur, si ce n'est pas extériorisé, il n'y a rien qui se voit, je veux dire, et ça sert à rien. Donc c'est un rôle important du formateur, de l'enseignant, du guide d'accompagnement, du coach, enfin, dire, suivant les situations et suivant les moments, d'être capable de permettre, je veux dire, cette émergence, cette révélation, je veux dire, donc, et cette transformation d'une capacité, et ça, je veux dire, c'est un élément donc important, cette aptitude qui devient une capacité. Et ça, je veux dire, tant qu'on n'en est pas là, je veux dire, on n'a pas appris. Il y a aussi l'utilisation des outils numériques. Dans l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, je pense que dire, un formateur, je veux dire, se doit de maîtriser l'ensemble donc de la palette, ou en tout cas pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de cette palette pour l'offrir, je veux dire, aux jeunes aujourd'hui en termes d'apprentissage et de savoir effectivement donc utiliser la distanciation, le synchrone et le désynchrone, c'est-à-dire de jouer dans tous les compartiments du jeu donc par rapport à ça. Il faut aussi, me semble-t-il, garder bien les pieds sur terre. Oui, il y a un élément qui me semble important donc là-dessus, c'est d'avoir et de ne pas perdre, je veux dire, son bon sens, de douter, de faire preuve d'humilité, de faire preuve de créativité, on l'a vu donc tout à l'heure aussi, d'avoir d'imagination, je veux dire, des sentiers un peu battus, traditionnels en tant que tel. Ce qui fait donc l'apprenance, c'est bien, je veux dire, toutes ces composantes, hein, on en a 6, j'ai évoqué donc à l'instant, il faut qu'elles s'imbriquent les unes les autres, suivant le moment, qu'elles se combinent et se recombinent en fonction, je veux dire, des besoins et en fonction, je veux dire, du sujet abordé et du collectif avec qui on a à travailler. Ensuite, on a des techniques et méthodes donc pédagogiques. C'est en tout cas, c'est d'essayer d'alterner tout ce qui est intense et désintense, entre guillemets, si je peux le nommer comme ça. C'est d'avoir donc des phases importantes liées à l'attention. Aujourd'hui, on sait, je veux dire, l'attention, c'est quoi? C'est 5-10 minutes. Je pense qu'une fois, donc, d'attention à maintenir en changeant, en variant les rythmes, je veux dire, différents et imaginant des choses différentes. Non, voilà. Il faut brasser, il faut combiner des méthodes et des techniques les plus adaptées par rapport à ce que le formateur, le professeur ou l'enseignant peut observer, ce qui se juge étant la plus opportune au moment, voilà, au contexte et au groupe auquel ça va. Donc, être capable de faire preuve de créativité, d'imagination, d'abandon, on est prévu d'une certaine manière de faire passer un contenu et puis de le remettre en question et de le retravailler en tant que tel. Donc voilà. Mais élément important, donc, c'est diversité, sans oublier, de mon point de vue, un élément donc de capitalisation. On a parlé d'évaluation, hein, au bon sens du terme, c'est ancrer l'acquisition dans le temps par une synthèse en fin de formation, en fin de cours, en fin, je veux dire, donc là-dessus, pour être capable, je veux dire, de récupérer tout ça et d'être capable de l'ancrer pour s'appuyer le cours suivant, la formation suivante, dire par rapport à ce que l'on a appris à ce moment-là. Élément important de capitalisation, d'évaluation en fin de séquence. Donc, l'évaluation doit participer à l'apprentissage. Complètement. Et pas le contrôle. Et voilà. Je crois qu'il faut le dire. Voilà. Bon. L'évaluation, ce n'est pas le contrôle qui fait faire des mal au ventre, qui fait que je n'ai pas envie d'y aller, que c'est une catastrophe chaque fois. D'accord? Dernier point dessus sur découvrir donc chez l'apprenant un certain nombre d'éléments. Il y a un phénomène donc d'attention donc là-dessus. Et ce phénomène donc d'attention, pour moi, il est lié à l'apprenant au cœur du dispositif, vous l'avez bien entendu, hein, on le rabâche tout à l'heure, mais l'élément important, c'est qu'effectivement, le facilitateur, il doit savoir comment donc la personne, dans quel état d'esprit, quelle posture la personne est en termes d'apprentissage. Premier élément, savoir
la façon d'apprendre, je veux dire, de la personne, ses points forts, ses points faibles, je veux dire, en tant que tel. Rappelez qu'on est sur un acte personnel, hein, je n'ai pas solitaire, d'accord? Un état d'esprit, créer la curiosité, chatouiller les choses, hein, je veux dire, faire en sorte que la personne, je veux dire, ait envie d'avancer là-dessus. Les éléments, motivation, émotion, on en a parlé tout à l'heure, donc Raymond. Il y a un élément qui me semble important, c'est que faut un peu transpirer. Oui. Hein, je veux dire, c'est du travail. Hein, c'est l'apprentissage et l'apprendre à apprendre, c'est pas le Saint-Esprit qui vous est tombé sur le coin de la figure et qui fait que d'un coup vous savez. Non, non. Il y a un élément donc d'effort, de persévérance, je veux dire, à faire passer par rapport au fait, je veux dire, et la satisfaction d'ailleurs d'apprendre et de savoir. Hein, je veux dire, on est comme quelqu'un qui marche. Je veux dire, il y a un phénomène de souffrance, mais de satisfaction d'être arrivé au sommet et d'arriver, je veux dire, à ce qu'on s'est fixé comme objectif. Tout le rôle du formateur, du professeur enseignant, qui est là pour stimuler, encourager, valoriser complètement et maintenir la motivation à apprendre. Complètement. Maintenir, je veux dire, c'est l'effort continu, je veux dire, en tant que tel. Il y a aussi la construction donc, du palais de mémoire. Élément important, on apprend et on est capable de stocker, de se souvenir. Parce que je veux dire, si on est une passoire, la mémoire, la mémoire. Mais complètement, avoir donc de la mémoire. Et il y a des techniques pour ce qu'on appelle donc des palais de mémoire, je veux dire comment apprendre, comment stocker, parce que, ok, il faut être capable de faire rentrer, mais il faut être capable aussi de mobiliser. Ensuite, le dernier élément, et on en revient, je veux dire, à ce qu'on évoquait donc tout à l'heure, sur la notion donc, de développer l'autonomie. L'élément important avec cette vigilance, c'est le quoi apprendre et le comment apprendre. Inciter, hein, je veux dire, à l'ensemble des expériences qui ont été conduites comme ça en Inde, où on a mis un ordinateur dans le sud de l'Inde, avec un écran, un clavier, une souris, pas un mot. 15 jours après, les gamins avaient découvert comment ça fonctionnait. C'est ce qui est magique, hein, je veux dire. Okay. Bon, donc, comment est-ce qu'on peut avancer donc là-dessus? Oui, 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 complètement. On arrive un peu à la fin de notre intervention. Je pense qu'il y a un élément que je retiens par rapport à tout ce que tu dis. Il y a un élément qui est quand même important, qui semble devoir être un peu plus détaillé, c'est la problématique de ce que tu dis, c'est l'environnement d'apprentissage. Ouais. L'environnement d'apprentissage est un élément essentiel, important. C'est quoi l'environnement? Alors, enfin, je n'ai pas de prétention, je veux dire, de savoir tout là-dessus. Bon, j'oublie pas quand même qu'il y a aussi la personne hein, qui est actrice donc là-dessus par rapport à ce que l'évoquais par rapport à la graine, c'est-à-dire c'est l'heure et le moment. Hein, il ne faut pas le déconnecter là-dessus. Néanmoins, je crois que ce qui est important effectivement dans cette notion d'environnement d'apprentissage, ça doit permettre à tout un chacun, parce qu'encore une fois, on a tous cette capacité d'apprentissage, de révéler nos capacités cognitives. C'est ça, je veux dire, qui va être, qui va nous permettre de dire on est dans un environnement permettant notre apprentissage. Parce qu'on est capable de révéler toute notre capacité, notre potentialité, je veux dire, cognitive. Et ça, je veux dire, c'est important. Premier élément, c'est la notion donc, de perception, bonise. Hein, je veux dire, c'est ça, je veux dire, d'être capable donc d'appréhender avec nos sens l'environnement dans lequel, je veux dire, on avance, je veux dire, en tant que tel. Le deuxième élément, c'est être capable, effectivement, d'avoir un environnement qui va maintenir l'attention. Troisième élément, la capacité, on a dit tout à l'heure, je veux dire, sur le phénomène d'être capable de mémoriser hein, de façon explicite et implicite, avec des jeux, avec tout un élément, je veux dire, sur comment, je veux dire, on mémorise les choses. Un élément autour de la motricité, tout à l'heure, on parlait effectivement donc, de se déplacer avec son corps, vous avez tout. Ce qui est pratique est important, hein, je veux dire, dans l'élément environnemental. Et la notion, effectivement, d'être capable donc, de parler, ce qui est phasique, hein, je veux dire, le langage, je veux dire, en tant que tel. D'ailleurs, c'est une manière, effectivement, donc d'apprendre, hein, je veux dire. C'est ce qui nous lie tous. Complètement. Normalement, il y a des gens qui sont en aphasie, je veux dire, ont quand même quelques problèmes, quelques difficultés, c'est un sacré handicap. Et puis, la notion donc de raisonnement, d'être capable d'exécuter une tâche, une fonction, je veux dire, en tant que tel. C'est-à-dire cet environnement positif, cet environnement, je veux dire, d'apprentissage, il doit effectivement nous permettre de révéler l'ensemble de ces 6 capacités cognitives, je veux dire, que nous avons tout un chacun, je veux dire, les uns et les autres, tous en notre main. Okay? Ça veut dire que la classe de formation, la salle de formation, c'est un environnement. Mais oui. Il faut le penser comme un environnement. Voilà, il faut le penser. Alors, l'environnement d'apprentissage, c'est tout, vraiment. Hein. On apprend en classe, on apprend dehors, on apprend, je veux dire, à tout. Complètement, tout à fait. Et ça, je veux dire, c'est important. Le foot, encore une fois, l'environnement d'apprentissage, je veux dire, c'est ce qui permet de, encore une fois, j'insiste sur notre capacité cognitive est mise en mouvement par quelque chose. D'accord?
En conclusion, je pense que c'est le temps de s'arrêter, de terminer. Oui. Je voudrais que tu puisses nous proposer, si tu veux, les caractéristiques que doit avoir un projet éducatif pour qu'il soit un optimisateur de talent, de réussite. Ok, alors, effectivement, alors, c'est pas une conclusion, mais en tout cas, je veux dire, ça permet effectivement de regrouper un petit peu ce qu'on a pu dire jusqu'à présent. Il y a automatiquement, autour de la notion d'apprendre à apprendre, un projet pédagogique, un projet éducatif, je veux dire, en tant que tel. Alors, pour que ce projet, je veux dire, fonctionne, pour qu'il existe, je veux dire, en tant que tel, premier élément, effectivement, il faut qu'il soit centré sur l'apprenant. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est bien, je veux dire, l'apprenant qui est au cœur de notre dispositif, et c'est pour lui qu'on fait tout ça. Élément important. Deuxième élément, c'est quelque chose qui doit être conçu, structuré dans la diversité. Plus il y a de diversité dans le projet éducatif, et plus on a de chances de chatouiller les côtés cognitifs, je veux dire, de la personne. Deuxième élément. Troisième élément, d'arriver à mettre en place quelque chose donc de personnalisé, de façon à permettre à la personne, effectivement, d'être dans un élément, encore une fois, où il se sent concerné. C'est lui, c'est à lui dont on parle, c'est à lui qu'on parle, pardon, c'est à lui qu'on parle. Même si on est dans des problématiques individuelles et collectives, on n'est pas sur l'individualisation, on est sur la personnalisation. Et le moins important, je dirais, c'est bien différent donc, par rapport à ça, c'est être capable de lui rendre effectivement un retour. La notion d'évaluation qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est bien par rapport à la personne, de faire un feedback par rapport à ça, c'est bien, voilà. La notion de, voilà, on est sur l'apprenant personnalisé en tant que tel dans un espace riche, inclusif, élément donc important, je veux dire, donc par rapport à ça, on est sur une participation, où chaque individu a sa place dans un collectif. Je veux dire, je ne suis pas hors du collectif, je suis bien une composante avec ma place d'un tout. Élément, je veux dire, donc important en tant que tel, complètement. Élément important donc là-dessus, sur le côté donc éviter donc l'exclusion, dire par rapport à ça. Et je pense à des personnes qui ont des déficits cognitifs, je pense aux dyslexiques par exemple, qui ont été de temps en temps un peu donc exclus, je dirais, qui ont été rejetés. On ne comprenait pas, on entend pour mesurer, évaluer, apprécier si ces personnes-là avaient des problématiques, des difficultés cognitives. Complètement. Ils ne veulent pas apprendre, voilà. Il faut être attentif dans un milieu inclusif. Il faut être attentif à ces difficultés cognitives. Complètement par rapport à ça, on ne le met pas au fond de la classe à côté du radiateur. Mais peut-être que si on le met au milieu, ça c'est pas mal. C'est pas mal, ok. Et le dernier point donc, du projet éducatif, c'est un projet donc social. Autrement dit, la notion donc, de sens par rapport à un élément permettant, je veux dire, de s'élever. Hein, je veux dire, par rapport à ce que l'on veut faire, il faut qu'il y ait une raison. Hein, je veux dire, il faut qu'il y ait du sens, je veux dire, dans tout ça. Le côté social, je veux dire, pour moi, c'est un élément important, hein, je veux dire, sur le fait que la personne, effectivement, elle se transcende par rapport à cette problématique-là. Je veux dire, et elle a envie de soulever des montagnes, je veux dire, pour avancer. Voilà un petit peu ce que l'on pouvait vous dire sur la notion d'apprendre à apprendre. Et en termes de petite phrase, je veux dire, à la fin, c'est, pour moi, je veux dire, capital dans un écosystème instable hein, dans lequel on est, je veux dire, donc là-dessus. Donc, apprendre à apprendre, c'est un état d'esprit, c'est une posture. Hein, ce n'est pas quelque chose donc, de fini, on est en mouvement je veux dire, donc, par rapport à ça. Et c'est un peu une obligation si on veut survivre. On a vu tout à l'heure, je veux dire, le futuriste américain, il disait, voilà, si on n'est pas capable donc d'apprendre, désapprendre, réapprendre, dire en tant que tel, je pense qu'on est des êtres finis. J'ose espérer que nous ne sommes pas donc des êtres finis et que de ce point de vue-là, la notion d'apprendre à apprendre comme métacognition est quelque chose d'important pour réussir, je veux dire, dans la vie et dans notre écosystème. D'accord. Ce qu'on n'a pas abordé, mais ça sera l'objet du séminaire de notre séance, c'est que tout cela aussi, à mon avis, implique un travail d'équipe de la part des enseignants. Ça remet au centre du débat, au centre de l'activité de l'enseignant, du formateur, du professeur, son expertise pédagogique, mais son expertise pédagogique en coopération avec ses collègues. Il y a un gros enjeu de travail d'équipe derrière le format. Oui, c'est la transversalité, ce qu'on a évoqué par rapport au lien, je veux dire. OK. Merci beaucoup. En tout cas de votre attention. Un petit jeu de questions-réponses par rapport à ça à voir. Et merci de votre attention et un petit clin d'œil donc là-dessus sur
le dessin donc, du chat qui dit qu'à l'école, on peut apprendre, mais il faut aussi apprendre à apprendre. Et puis, il y en a même certains qui veulent devenir professeurs qui vont apprendre à apprendre. Apprendre à apprendre. Oh, vous voyez, voilà. Bonne journée à chacune et chacun et peut-être à bientôt. Au revoir. Au revoir.